Assalamu alaikum, nouvelle vidéo sur les courtiers pour investir halal. Et en fait, c'est ultra important que tu restes jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te partager beaucoup de valeurs. Je vais même te montrer comment utiliser les différents courtiers. Tu vois que j'ai ouvert les différents courtiers que j'utilise, hein, bien sûr, je vais en présenter bien plus. Mais c'est juste que je ne vais pas te présenter un courtier que j'utilise pas, forcément, vu que j'ai pas de compte sur eux, sur leur plateforme là. Donc, enfin bref, je vais vous expliquer tout ça. Et donc, commençons sans plus tarder. Aujourd'hui, pour investir, il faut passer par des plateformes. Donc, je pense que tu n'es pas sans savoir qu'il faut passer par des plateformes qui nous permettent d'avoir accès à des places boursières. Donc, que ce soit Euronext, Nasdaq, LSE, le London Stock Exchange, etc. Il y en a plein, il y a des Xertra, etc. Enfin bref, parce qu'il faut justement passer par des PSI. De manière réglementaire, tu n'as pas le choix que de passer par un prestataire de services d'investissement. Donc, pour t'expliquer, je te fais un petit schéma pour t'expliquer un petit peu comment ça marche. Donc, on va voir le client, donc toi, qui va demander au courtier, du coup, de passer ton ordre et le courtier, lui, va passer au marché. Alors, bien sûr, c'est un peu plus compliqué parce que, par exemple, entre le client, du coup, toi et le courtier, des fois, il va y avoir ce qu'on appelle un teneur de marché ou un market maker en anglais. Et en fait, ça va te permettre de ne pas avoir de problème de liquidité. Donc, en fait, ça va te permettre de pouvoir vendre et acheter sans délai. Et donc, voilà. Bon, c'est un schéma un peu simpliste, mais ça te montre comment ça fonctionne. Voilà, au ras des pâquerettes, ça te montre vraiment comment ça fonctionne, tout simplement. Donc, il y a le client, il y a le courtier, et le courtier va aller sur les marchés, donc les places boursières qui sont Euronext, Nasdaq, le LSE, etc. Et ces places boursières-là, c'est là où les titres financiers sont échangés, c'est là où les fameux ETF sont échangés, c'est là où les actions ou les obligations sont échangées, tout simplement. Mais du coup, ces plateformes-là, cette plateforme n'a pas besoin d'être halal, étant donné que c'est juste un site dans lequel tu choisis justement dans quoi investir plutôt. Et c'est un peu comme Amazon ou Carrefour si tu veux. En fait, ils te proposent plein de choix, halal ou non, et c'est à toi de bien choisir quoi acheter. En gros, d'aller dans le rayon halal. Par exemple, si on prend le cas de Carrefour. En gros, demain, voilà, Carrefour, ils vendent de l'alcool, ils vendent du porc, et cetera. Et toi, ce qu'il faut, c'est juste ne pas aller vers ces rayons-là et juste te diriger vers le rayon halal où ils vendent de la nourriture halal, tout simplement. Et du coup, c'est la responsabilité de Sharia, donc la responsabilité du fait qu'un produit soit halal, c'est pas la responsabilité de la plateforme, mais c'est la responsabilité, je dis beaucoup le mot responsabilité, des produits que tu sélectionnes, donc les actions, les ETF, les sukuk, et cetera. Et du coup, voilà, c'est pas sur la plateforme en elle-même que repose cette responsabilité, tout simplement. Et du coup, qu'est-ce qui fait une bonne plateforme d'investissement? En fait, une bonne plateforme d'investissement, c'est une plateforme qui est dans les normes réglementaires, qui a une grande base d'utilisateurs, qui est réputée, qui propose un large choix de produits et qui a vu passer au minimum de crises et surtout qui a des frais réellement compétitifs. Parce qu'il y a beaucoup qui vont utiliser l'argument des frais comme un argument marketing, mais au final, c'est pas forcément réellement compétitif parce que je vais t'expliquer juste dans une minute pourquoi. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'il y a différents types de frais et que quand une plateforme te dit qu'ils ont que 1 € de frais ou même qu'ils n'en ont pas, il y a 0% de commission, viens chez nous, il y a 1% enfin 1 € de frais. Euh, Généralement, en fait, ils te parlent que du frais de courtage, qui est la commission standard qu'un courtier prend quand il passe un ordre. Mais ce que 90% justement des particuliers ignorent, c'est que le courtier prend d'autres types de frais. Et donc là, je vais t'énumérer tous les types de frais que les courtiers prennent. Il y en a quand même pas mal, donc je vais un peu tous te les expliquer. Donc le frais de courtage, les commissions de courtage, c'est le plus connu. Et donc c'est le frais que la plupart des sociétés de gestion, pardon, que la plupart des courtiers te prennent. Donc c'est le frais, quand tu passes un ordre. Ça veut dire que pour passer cet ordre-là, ça te coûte de l'argent et c'est ce frais-là généralement. Donc c'est la commission de courtage. Et généralement, il y a pas mal de sociétés qu'on va voir juste après, de courtiers en ligne, qui vont se jouer un petit peu de ça, de ce courtier-là, pour afficher dans leur marketing des frais à 1 € ou des frais à seulement ou aucun frais rentré, etc. Et donc en fait, ça, c'est technique marketing, mais en réalité, tu vas voir qu'il y a tout ça, en fait, en autres frais que le courtier peut se rémunérer et qu'il ne faut pas uniquement se baser sur les commissions de courtage qui sont, la partie, immergée de l'iceberg, tu vois? C'est pas la partie, plongée. La partie immergée, je crois que c'est la partie plongée. Enfin bref, c'est le top de l'iceberg, donc c'est le haut de l'iceberg. Enfin bref, ouais, je m'égare. Et donc après, on va avoir le spread. Donc le spread, qu'est-ce que c'est? C'est la différence entre le prix d'achat et le prix de vente. En fait, en quand tu vas voir un cours de bourse, par exemple sur une plateforme et cetera, tu vas avoir un prix d'achat et tu vas également voir un prix, sur lequel le market maker va te le prendre. Donc généralement, le spread, il est lié aux teneurs de marché. Mais on va pas essayer de compliquer ça aujourd'hui. Là, je veux seulement que tu comprennes qu'est-ce que c'est le spread.
Donc en fait, il va y avoir le prix de cotation. On va dire l'action, je sais pas, Apple, on va dire n'importe quoi. L'action Apple est, un cours de 2 €. OK? Donc l'action Apple a un cours de 2 €. Sauf que le courtier, au lieu de te l'acheter 2 €, et ben, il va te l'acheter enfin, il va te le vendre, non, il va te le vendre, pardon. Au lieu que le courtier te le vende 2 €, bah, il va te le vendre 3 € par exemple. Et donc en fait, cette différence de 1 € et ben, ça va être la rémunération du courtier. Donc en fait, il va prendre l'action à 2 €, lui, il la possède, il va l'acheter pour 2 € et ensuite il va te la revendre pour 3 €. Donc en fait, il va avoir une commission et une rentabilité de 1 € en fait, sur ton achat. Et donc c'est ça le spread. Et donc ça, en fait, par exemple, tu vois, Trade Republic, ils vont utiliser beaucoup, le marketing de commission de courtage, sauf que, bah, ils vont prendre un spread qui va être quand même assez élevé. Ensuite, on va avoir les frais de bourse. Donc ça, il est beaucoup moins présent, honnêtement, et tu vas beaucoup moins le rencontrer étant donné que ça va être les frais liés aux places boursières qu'on a vu juste en haut, donc le Euronext, Nasdaq, le LSE et cetera. Mais les frais liés à ces places boursières-là, généralement, soit sont extrêmement faibles ou soit, bah, en fait, ils sont quasiment inexistants. Là, par exemple, sur Euronext, je sais qu'il y en a pas et voilà, il y a très peu de frais à ce niveau-là, donc c'est pas vraiment il existe parce qu'il y a certaines places boursières qui le prennent, mais ça va pas être le frais le plus, prépondérant, voilà, dans ton choix, tout simplement. Ensuite, on va avoir les frais de change. Donc, un frais de change, c'est quoi? Par exemple, demain, tu as une action cotée aux États-Unis. Donc, forcément, elle est cotée en dollars américains. Elle n'est pas cotée en euros. Et donc, forcément, si jamais demain, tu vas acheter, je sais pas moi, du Apple, et ben forcément, tu vas devoir passer par un change. Donc, tu vas devoir changer tes euros en dollars. Et ensuite, une fois que tu as des dollars, bah, le courtier va acheter l'action Apple. Mais du coup, il faut prendre en compte également les frais de change que le courtier va te prendre suite à cette conversion-là. Donc généralement, il y en a pas, enfin si tu choisis un bon courtier, il y en a pas, mais sinon ça va être des frais assez faibles, généralement. Mais c'est quand même à prendre en compte parce que, bah, il y a des courtiers qui se gavent là-dessus, par exemple, sur ce genre de choses. Ensuite, on va avoir les frais de garde. Donc en fait, un frais de garde, c'est quoi? C'est un f Demain tu achètes, oui, et il faut aussi, avant les frais de garde, il faut que tu comprennes aussi que le courtier, c'est le dépositaire. Donc ça veut dire que demain, un courtier, quand tu vas acheter des titres chez un courtier, et ben, il va détenir ces courtiers, enfin ces titres-là en interne, pardon, je me suis emmêlé les pinceaux. Et il va détenir ces titres-là en interne et donc, par exemple, demain tu achètes une action Apple à un courtier et ben, ton action Apple, elle va être, détenue par le courtier. Tu vois, c'est pas toi qui vas la détenir en perso, c'est pas possible, réglementairement, tu as pas le droit. Donc, c'est le courtier qui va le faire à ta place. Et donc, enfin, il y a certains courtiers qui, mettent des frais de garde. Donc, qu'est-ce qu'un frais de garde? C'est pour justement, satisfaire ce service-là de garde de tes titres financiers, donc de tes actions Apple, de tes ETF et cetera. Et ben, ce qu'il va faire le courtier, c'est qu'il va te facturer un frais annuel ou enfin, c'est généralement annuel, c'est rarement mensuel, mais voilà, en bref. Il va te facturer un frais annuel et donc ça aussi, c'est à prendre en compte. Alors un bon courtier réputé, il va jamais te prendre un frais de garde, mais par exemple des courtiers comme XTB ou quoi, ils vont certainement te prendre des frais de garde ou des frais de tenue de compte. Donc un frais de tenue de compte, c'est exactement la même chose, sauf que lieu que ce soit, directement lié, au fait que le courtier te garde tes titres, en fait, en interne. En fait, ça va juste être lié au fait que ton compte soit ouvert dans leur banque. Donc en fait, c'est un peu, le frais que tu payes pour avoir le privilège d'avoir un compte ouvert dans leur banque ou dans leur, institution. OK? Donc ça aussi généralement, c'est les courtiers qui ont le moins de réputation qui vont te les mettre, étant donné que voilà, les gros courtiers comme on va le voir tout à l'heure, Interactive Brokers, DEGIRO et cetera, ils te mettent pas de frais de garde ou de frais de tenue de compte, tout simplement. Ensuite, on va avoir des frais liés aux données de marché. Donc, une donnée de marché, c'est quoi? C'est par exemple pour avoir la cotation. Demain, si je veux une donnée de marché, si je veux le cours de l'action Apple, je veux savoir à quel euro ou à quel dollar elle se trade, elle s'échange sur le marché. Et ben en fait, je vais avoir recours aux données de marché. Et certains courtiers vont faire payer ces données de marché-là. Alors, soit ils vont les faire payer via un abonnement mensuel, donc 10 € par mois, ou soit ils vont les faire payer via un pourcentage de ce que tu vas acheter. Et donc, généralement, les données de marché sont gratuites, sur la plupart des courtiers en ligne, mais il y a certains courtiers, encore une fois, les courtiers les moins réputés, qui vont te facturer justement des frais de données de marché. Alors, bon, c'est rarement le cas, mais voilà, ça existe, donc il faut que tu aies bien ça en tête. Après, un frais beaucoup plus courant, c'est les frais sur les dépôts et les retraits. Alors ça va aussi beaucoup dépendre de ton pays de résidence ou de ta banque, enfin le pays de ta banque de résidence d'où tu transfères tes fonds. Parce que je sais que j'ai des clients, par exemple, en Côte d'Ivoire, qui ont pas mal de frais au niveau des dépôts. Bon, ça, c'est pas non plus, vu qu'on utilise des bons courtiers, ça va pas non plus être exorbitant, mais sur d'autres courtiers qui seront
bien sûr beaucoup moins, internationaux, beaucoup moins, présents à l'international, les frais vont exploser si jamais par exemple, là, en Côte d'Ivoire, tu veux, déposer des fonds, depuis la Côte d'Ivoire, vers ce courtier-là. Enfin bref, ce que je disais, c'est qu'il y a certains brokers, certains courtiers en ligne qui vont justement abuser de ces frais de dépôt et ces frais de retrait en mettant, des montants qui sont en pourcentage, donc par exemple 1 2 de frais, ou alors ils vont mettre, voilà, un frais fixe, donc quelques euros. Mais à la longue, ça peut quand même être, assez, réticent, assez, contraignant. Surtout qu'en plus, si jamais on te met un frais en pourcentage, bah, demain, je sais pas, tu veux mettre 200 000 €, bah, ça y est, tu payes 4 000 € la société. Bon, bah, c'est quand même assez énervant. Et pareil pour les retraits, donc pour retirer tes fonds, ça coûte de l'argent. Généralement sur les courtiers, encore une fois, les plus réputés, il y a pas, mais c'est quand même une pratique qui est assez, heu, courante, surtout quand, en fait, tu, utilises des banques ou que tu es dans une banque qui est dans un pays un peu, j'ai pas envie de dire sous-développé, mais dans un pays où il y a moins d'opportunités financières et où, c'est moins développé, tout simplement. Et ensuite, on a un dernier, donc ça va être les frais sur opération sur titre. Donc c'est quoi une opération sur titre? Je te donne un exemple très concret, tu vas vite comprendre, c'est les dividendes. Typiquement, c'est vraiment le versement des dividendes. Donc il y a certains courtiers qui vont te prendre des frais sur le versement de ces dividendes-là. Donc pour te verser ces dividendes-là, bah, ils vont prendre un frais, OK? Et donc c'est généralement sur ça. Généralement, là aussi, il y en a pas trop, mais voilà, il y a des courtiers qui le font, donc c'est important de regarder tous ces frais-là avant de souscrire à un courtier. Et bah, les 2 frais qu'il faut que tu regardes parce que les en priorité, enfin, je veux dire, les 2 frais qui sont utilisés par la plupart des courtiers, par 90 des courtiers, c'est le frais de spread et le frais de commission de courtage. C'est les 2 plus gros frais que tu auras, quand tu passeras un ordre en bourse, que peu importe le courtier que tu vas choisir, il y aura toujours ces 2 frais-là. Et donc c'est pour ça qu'il faut faire extrêmement attention à ces 2 frais-là, et le reste, c'est un peu secondaire et à regarder uniquement si jamais tu as un doute sur le courtier ou que c'est pas un courtier très reconnu comme ceux qu'on va voir juste après. OK? Donc voilà pour les frais, c'est extrêmement important de comprendre ça, étant donné que, bah, c'est j'ai envie de dire le 80-20, je sais pas si tu connais la loi de Pareto, au niveau des frais et du courtage en ligne, en fait, parce que si jamais tu comprends les frais, ça va être beaucoup plus facile pour toi de faire un meilleur choix au niveau de tes courtiers. Alors bien sûr, on va se baser également sur les critères que je t'ai cités juste là. Et donc, bah, justement, sans plus tarder, hem, donc c'est sur ces critères-là, justement, que j'ai cités juste avant, que l'on va juger à travers un tableau de pertinence, bah, des courtiers, la pertinence des courtiers. Et du coup, je vais vous montrer également les interfaces des plateformes que j'utilise pour vous montrer comment l'utiliser. Donc je ne vais pas vous montrer tout, parce que par exemple, il y a certaines interfaces, certaines applications que je n'utilise pas. Donc forcément, je ne vais pas vous les recommander. Il y en a qui ne les utilisent pas moi, mais enfin, je peux vous recommander parce que je les connais, etc. Mais donc je les utilise pas, donc je vais pas vous pouvoir vous montrer comment ça marche, comment tout ça fonctionne, OK? Donc on va commencer avec Interactive Broker, donc c'est personnellement celui que j'utilise. Donc au niveau des normes réglementaires, bah, ils sont top, hein, c'est les premiers du marché. Ils ont une base d'utilisateurs assez incroyable, ils ont 4 millions, c'est pas mal. Mais en fait, ce qui est le plus impressionnant, c'est qu'ils ont 781 milliards d'actifs sous gestion. Donc l'AUM, c'est quoi? J'ai mis AUM, 7,7, enfin 781 milliards d'AUM. L'AUM, c'est ce qu'on appelle en anglais, c'est l'asset under management. Donc c'est l'actif net, bah, de la société là, donc de IBKR, donc du courtier. Et en fait, ça représente combien d'actifs ils ont sous gestion? Enfin sous, bah, là, du coup, pas sous gestion, mais dans leur, dépositaire, du coup, en dépôt, tout simplement. Et en fait, on peut voir que le ratio entre l'AUM et le nombre d'utilisateurs est gigantesque. Donc en fait, on se rend compte que c'est vraiment les grosses fortunes qui vont sur eBayCare parce que c'est plus tu as de l'argent et plus tu vas aller sur des courtiers qui sont là depuis plus longtemps, qui ont une vraie réputation. Parce que là, regarde, la réputation est de 5 étoiles, tout simplement parce qu'ils sont là depuis 1980. Ils ont vu passer beaucoup plus que 2 crises. Ils ont vu passer 2000, ils ont vu passer 2008, 2015, 2020, 2022 et ils vont en voir passer encore d'autres. Donc en fait, c'est vraiment un courtier qui est là depuis très longtemps, qui a prouvé ses preuves, qui a une grosse base d'utilisateurs de personnes fortunées et qui propose une gamme de produits mais gigantesque. C'est pour ça que j'ai mis 5 étoiles. Vraiment, il y a tout ce que tu peux imaginer, ça existe sur Interactive Broker. Il y a vraiment absolument tout. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement, intéressant d'aller sur Interactive Broker. Les frais également sont très faibles et ils sont extrêmement faibles, en fait. Les frais, tu as très peu de frais de courtage, tu as également, très peu de spread au niveau de tes investissements. Donc sans plus tarder, je vais te montrer un petit peu, comment fonctionne, l'application et je vais te montrer un petit peu, bah, comment on l'utilise tout simplement.
OK, bah, du coup, on se retrouve sur le compte. Ça, c'est mon compte Interactive Broker. Du coup, ça te permet de voir un petit peu, bah, comment à quoi ça ressemble, en fait, Interactive Broker. Donc là, tu peux voir tes positions, tes performances et cetera et en fait, tu peux utiliser justement comment on appelle ça? La recherche de symboles pour regarder un petit peu, bah, comment ça fonctionne. Enfin, pour rechercher un petit peu les actifs et cetera. Par exemple, un ETF que je te recommande souvent, c'est, le iShares MSCI World Islamic. Donc on peut cliquer dessus. Donc en fait, tu peux voir que, ça te permet justement de voir en fait la courbe au niveau, du iShares MSCI World Islamic. Donc ça te permet de voir un petit peu, comment ça fonctionne, tout ça et de voir la courbe, de faire acheter. Tu peux vendre également, tu peux clôturer l'argent que tu as, tu peux vendre et cetera et donc ça permet justement d'avoir tout, en un seul endroit et bah, tu peux voir tes positions. Quand je te montre mes positions, j'ai du iShares MSCI World, j'ai du, Sukuk, fonds Sukuk qui est extrêmement bien. On peut voir Nvidia et cetera et donc c'est top. Tu peux aussi également, aller sur, d'autres trucs. Par exemple, on avait le l'ETF du Wahed FTSE US HRI qui était disponible avant. Bon, il a clôturé, donc on peut plus le voir. Bon, lui, c'est celui sur le Nasdaq, donc qui est coté sur le Nasdaq et donc nous, on ne peut pas y avoir accès en tant qu'Européens parce que le KID et du coup, le DIC en français n'est pas disponible. Pour l'Europe, il n'est pas UCITS en gros, donc il n'est pas disponible en France. Je ne sais même plus s'ils ont fermé ouais, ils ont fermé l'ETP parce qu'avant ici, tu vois, tu avais un ETP qui permettait justement d'avoir quand même accès en tant qu'Européen, mais là, il est plus disponible. Mais enfin bref, c'est peut-être une application qui va te paraître un peu compliquée au premier abord, parce que voilà, il y a plein de choses sur l'écran, mais au fur et à mesure que tu vas, t'y faire, que tu vas investir via cette plateforme, plus elle va te sembler naturelle. Enfin, je veux dire, bah, la plupart de mes clients aujourd'hui, ils ont pas trop de mal à utiliser cette application étant donné que, bah, c'est en utilisant en fait que tu te familiarises avec et que tu te rends compte en fait que c'est pas forcément le plus compliqué de savoir utiliser une application, tout simplement. Mais voilà, après tu peux voir, il y a aussi celui-là que beaucoup de personnes utilisent. Bon, je vais te montrer pourquoi il n'est pas forcément extrêmement intéressant, hein. Si jamais on va ici, sur les frais, tu vois qu'il y a pas mal de frais. Tu vois, les frais de rédemption, on va avoir, alors il y a un frais d'entrée, mais là il y est pas, mais enfin si tu vas sur le site de l'ETF, il va y être. Donc il peut être intéressant, mais il y a pas mal de frais, faut être conscient qu'il y a pas mal de frais, sur cet ETF-là, tout simplement. Et c'est le Dow Jones. Lui, il investit sur le Dow Jones islamique, tout simplement. En bref, donc voilà, là, tu peux voir tout ton portefeuille, tu peux également voir les transactions que tu fais, et cetera. Donc, c'est quand même assez intéressant et bah, c'est la meilleure application au niveau des frais, au niveau de tout ça. Donc, bah, va sur Interactive Brokers, c'est vraiment le conseil que je peux te donner. C'est vraiment la meilleure application de, de courtage en ligne, pardon, étant donné qu'il y a les frais les moins chers, il y a la meilleure réputation, il y a la meilleure gamme de produits, il y a la plus grosse base d'utilisateurs en fonction justement de l'AUM, en fonction des actifs sous gestion. Et donc c'est top. OK. Donc ensuite, on va avoir DEGIRO. Donc DEGIRO, c'est un peu le concurrent à Interactive Broker. Ils sont là depuis 2005, si je ne me trompe pas. Bah, ils sont aux normes, hein, forcément, c'est une grosse appli. Ils ont 2,6 millions d'utilisateurs. Alors, j'ai pas eu l'AUM, malheureusement, mais ça doit être un peu en dessous de Interactive Broker, peut-être la moitié moins. Mais c'est quand même une grosse application que les personnes fortunées utilisent. On n'a pas la preuve, hein, du coup, vu que j'ai pas trouvé les assets de DEGIRO. Bon, c'est pas en plus, ils sont cotés en bourse, donc je pense qu'en fouillant, j'aurais pu trouver, mais bon, après, j'avais pas passé 2 heures dessus, ça sert à rien. Enfin bref, mais en tout cas, c'est une très grosse application, moi, qui a beaucoup de gens dessus, qui a beaucoup de personnes qui font confiance et je peux t'assurer qu'il y a beaucoup de personnes fortunées qui l'utilisent aussi, au même titre qu'Interactive Broker. On va également avoir la réputation qui est à 5 étoiles, étant donné que c'est une très grosse application qui est utilisée par beaucoup de personnes et qui est là depuis 2005. Donc, elle en a vu passer également des crises. Elle a vu la crise de 2008. Juste après justement sa création, elle a vu une crise et elle est toujours là. Donc, c'est vraiment très, très prometteur. Ça veut vraiment dire que il y avait une très bonne gestion à ce niveau-là, au niveau de leur entreprise, entre guillemets. Donc c'était vraiment bien. Et également, bah, gamme de produits également, il y a autant de produits disponibles sur DEGIRO que sur Interactive Broker, donc c'est vraiment top. Les frais sont un chouïa plus élevés que sur Interactive Broker. Maintenant, la différence, elle n'est pas non plus exorbitante, elle n'est pas non plus mirobolante. C'est de l'ordre de 1 ou 2 euros, mais ça te permet quand même, bah, c'est moins élevé. Tout de même, il faut quand même leur dire que les frais sont quand même moins élevés que sur Interactive Broker. Enfin bref, je vais te montrer un petit peu aussi, vu que c'est une application que j'utilise, comment ça fonctionne, enfin un peu l'interface. Donc tu vois là, le seul point négatif que je verrais justement à DEGIRO, c'est qu'il n'y a pas de courbe au niveau de tes performances, là, comme on pourrait avoir sur Interactive Broker ou de l'évolution de ton solde.
c'est le point négatif que je verrais à DEGIRO, mais après, c'est une très bonne application. Là, on peut également voir, bah, tu vois, là, je l'avais en, en favori avant qu'il ferme, le Wahed iShare, pardon, le Wahed FTSE US Sharia, pardon, j'ai perdu son nom. Mais du coup, là, c'était l'ETP, mais du coup, il a fermé, là, si on regarde. Il a fermé au plus haut. Et donc là, il y aura le Wahed S&P 500 Sharia qui va arriver normalement d'ici un peu, très peu de temps. Donc ça, c'est vraiment top. Enfin bref. Et donc là aussi, il y aura pas mal comment on appelle ça? D'autres ETF qui seront disponibles, d'autres actifs, pas mal de gammes de produits, voilà, qui seront disponibles. Donc attends, je vais mettre le MSCI World et on va normalement tomber sur pas mal de. Alors, ah non, j'ai mis World. Moi aussi, je suis bête. Et je vais mettre islamique aussi, parce que c'est vrai qu'il y a le World classique et il y a le World islamique. Donc on peut voir celui d'HSBC, que je te conseille pas également, étant donné que les frais sont quand même de 3% de frais d'entrée, 0,3% de frais annuels. Alors les 0,3% de frais annuels, c'est top, mais les 3% de frais d'entrée, bon bah c'est quand même un budget, surtout que un distributif comme le iShare MSCI World islamique, qui distribue ses dividendes, mais que tu réinvestis automatiquement, c'est quand même beaucoup plus intéressant sur du long terme qu'un accumulatif qui a des frais d'entrée de 3%. Si jamais tu fais une matrice de calcul, tu regardes que c'est beaucoup plus intéressant. Et donc lui, il est toujours disponible. Enfin, après, lui, il va pas fermer. Il est là depuis 2007, je crois, un truc comme ça. Donc lui, il va pas fermer de sitôt. Et donc voilà, tout simplement, c'est comme ça que tu utilises. Après, tu fais acheter comme l'autre. Parce que la particularité, c'est que tu peux pas, tu peux pas choisir en prix. Il faut que tu choisisses forcément en quantité. Donc, tu as juste à faire une division simple, hein. C'est une action, enfin une part de l'ETF du MSCI World Islamic, ça coûte 49 euros. Donc, ce que tu fais, c'est juste, tu prends par exemple, je sais pas, tu veux investir, je dis n'importe quoi, tu veux investir 5 000 euros dessus. Tu prends 5 000, tu divises par 49,21 et puis tu as la quantité que tu mets ici, tout simplement. Hop, et donc voilà. Et donc, c'est exactement la même. Il y a également le fonds Soukouk que je t'avais montré tout à l'heure, qui est vraiment disponible ici. Également, le fonds Soukouk de HSBC est assez cher. Donc, moi, je te conseille également celui d'iShare qui est beaucoup moins cher à ce niveau-là. On n'a pas l'aperçu. Ah, si, c'est bon, il y a l'aperçu, je me le disais aussi. Mais du coup, ça te permet de voir un petit peu tout ça et c'est vraiment top. Il a été. Ah oui, donc il était disponible depuis 2025. C'est pour ça que je me disais, il n'y avait pas beaucoup de données de marché à ce niveau-là, mais donc c'est parce qu'il est disponible depuis très peu longtemps. Hop, et ensuite, on va avoir. Bon, du coup, on switch, hein. Je t'ai montré un petit peu comment ça fonctionnait. Donc, après, on a Trade Republic. Donc, Trade Republic, ils sont extrêmement connus. Ils ont 10 millions d'utilisateurs pour uniquement 150 milliards d'assets under management. Donc, on peut voir que c'est vraiment destiné à la clientèle particulière et c'est vraiment destiné aux personnes qui ont, entre guillemets, pas beaucoup d'épargne à investir. Tu vois, le ratio est beaucoup plus faible que celui de Interactive Broker, par exemple. Et ensuite, on va avoir la réputation. Donc 4 étoiles, ils sont très réputés, ils sont aux normes aussi, hein, je ne sais pas si je l'avais dit. Et donc ça te permet vraiment d'avoir la confiance à ce niveau-là. Ils sont là depuis, alors je ne sais plus trop, 2015 je crois, 2015, peut-être 2012, un truc comme ça. Enfin bref, ils sont là, ils ont également vu plus de crises, donc c'est une très bonne plateforme, hein, si jamais tu veux aller. Le problème, c'est que les deux problèmes en fait de Trade Republic, c'est que la gamme de produits halal, elle n'est pas extrêmement étendue. Il n'y a pas beaucoup de produits d'investissement halal disponibles sur Trade Republic. On va avoir 3 ETF, donc tous les iShares ils sont disponibles. On n'a pas le fonds Soukouk et bah, c'est tout en fait. On n'a que les 3 iShares en termes d'ETF. Après, bien sûr, tu peux faire de l'action individuelle à travers Trade Republic. Mais voilà, c'est tout ce que tu peux faire malheureusement. Et les frais, bah, ils sont assez faibles. Maintenant, ce que j'aime pas au niveau de Trade Republic, c'est qu'ils sont vraiment pas transparents au niveau de leurs frais. Ce que j'entends par là, c'est qu'ils vont certes avoir un frais de courtage de 1 euro, mais justement, en fait, c'est du marketing, étant donné que le spread, ce qu'on a vu juste ici, eh ben, il va être quand même un peu plus élevé et il va représenter une part qui va au final être les mêmes frais de courtage enfin même plus élevé que certains gros noms comme Interactive Broker ou DEGIRO. Donc au final, tu te retrouves pas à payer 1 euro de frais, mais peut-être 2, 3, 4 euros de frais par transaction. Et donc au final, ça revient à payer un peu plus cher que avoir un courtier qui est 100% transparent au niveau de ses frais et tu sais exactement combien tu payes, comme Interactive Broker ou DEGIRO. Donc voilà, c'est ça que j'aime pas trop au niveau de Trade Republic. Mais sinon, c'est une très bonne plateforme. Et si jamais tu es un investisseur particulier qui compte investir moins de 500 euros par mois et qui a moins de, allez, je dirais 5 000 euros à investir, c'est une très bonne plateforme Trade Republic. Ensuite, on va avoir Bourso. Alors, Bourso, j'ai pas ouvert de compte dessus, mais j'ai pu regarder ici. Donc, il y a différentes offres au niveau de combien tu souhaites investir, en fonction de combien tu souhaites investir. Et donc, ouais, ça te permet d'avoir des frais qui sont quand même assez compétitifs, surtout si tu as beaucoup d'argent à investir, on va pas se mentir.
que si tu as un peu moins d'argent à investir parce que du coup 0,6 de frais, c'est quand même, un budget à allouer quand même à son courtier, je vais pas te le cacher. Donc honnêtement, Bourso, je ne recommanderais pas trop. Le CTO de Bourso en tout cas, parce qu'ici on ne parle que de CTO, je vais te dire pourquoi juste après. Mais en tout cas, il y a 3 millions d'utilisateurs. Alors j'ai mis environ, tout simplement parce que c'est des utilisateurs de la banque et pas forcément des comptes d'investissement, donc PEA, PER, compte titre, etc. Ça va vraiment être destiné uniquement à la partie bancaire et à vraiment toute la partie. En fait, il n'y a pas vraiment de spécificité à ce niveau-là. La réputation, c'est très réputé. Bourso, c'est une des plus grosses banques en ligne. Ils sont là depuis très très longtemps également, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. La gamme de produits, bon, elle va être beaucoup moins importante également que sur des Giro Interactive Broker, évidemment. Et les frais, bien sûr, ils sont modérés, parce qu'on n'est pas non plus à des frais extrêmement élevés comme on va le voir avec Inaya, mais on n'est pas non plus à des frais très faibles comme Interactive Broker ou des Giro ou Trade Republic, des frais quand même un peu faibles quand même de Trade Republic. On va quand même avoir des frais qui vont être élevés, hein, comme tu le vois ici. Tu peux mettre pause et lire un peu, mais les frais sont quand même assez élevés et sont pas non plus assez sont pas compétitifs. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ils sont pas assez compétitifs, tout simplement. Ok. Donc après, on va voir Inaya. Donc pas mal de controverses à travers Inaya parce qu'ils se disent une plateforme halal d'investissement au niveau de l'or, mais ils sont même pas agréés AMF. Ça veut dire que tu ne vas même pas avoir confiance. Ils sont même pas légalement tenus d'avoir ce type de. Ils peuvent même pas avoir ce type de prestations de gestion de fonds en France parce qu'ils ne sont pas agréés à AMF. Et donc, ils sont sur liste noire de l'autorité des marchés financiers. Donc, c'est un gros red flag. Moi, je te conseille vraiment pas d'aller vers eux. C'est pas une mauvaise pub ou quoi, mais vraiment, ils sont pas agréés à AMF. Donc, dans tous les cas, c'est mauvais. Ils sont pas transparents. Donc, on ne sait pas combien d'utilisateurs ils ont. La réputation, du coup, c'est une étoile, étant donné que même l'autorité des marchés financiers en France n'autorise pas Inaya. Donc, forcément, c'est très, très compliqué à ce niveau-là. Et la gamme de produits, elle est très faible. Il n'y a pas beaucoup de choix de produits. Tu peux uniquement investir sur l'argent, l'or et c'est à peu près tout. Donc la gamme de produits n'est vraiment pas élevée, c'est vraiment pas intéressant. Si jamais tu comptes avoir un portefeuille diversifié, aller en sous-cook, en actions et en or, tu peux aller en or sur Interactive Broker, des jours, etc. Mais sur Inaya, tu peux uniquement aller sur de l'or. Donc tu ne peux pas aller sur les autres classes d'actifs que proposent justement les autres courtiers en ligne. Donc c'est pour ça que c'est pas forcément intéressant d'aller sur Inaya et les frais sont assez élevés. Il y a 6% de frais d'entrée et ensuite tu as des frais de garde, des frais de garde et de tenue de compte. Surtout, c'est plus des frais de garde étant donné que c'est parce que c'est eux qui détiennent forcément l'or que tu achètes. Donc forcément, il y a des frais de garde et il n'y a pas de frais de tenue de compte, je crois. C'est vraiment que des frais de garde. Et après, il faut vraiment que tu fasses ta due diligence. Si jamais tu veux investir sur Inaya, il faut vraiment t'assurer à 100% que ce soit halal. Mais encore une fois, bon, ils profitent un petit peu du fait que ce soit halal, qu'il y a cet engouement autour de l'or, etc., de l'investissement sur l'or pour les musulmans, pour aller faire leur marketing, hein. Ils ont raison à 100%, mais bon, après, c'est comme ça. Il faut vraiment démêler le vrai du faux, hein. Et quand je dis que tu payes la connaissance financière en finance, c'est pas des blagues, parce que c'est vraiment la vérité, tout simplement. Tu peux même le voir. Après, il y a Trading 212. Alors, j'en ai entendu beaucoup de bien de Trading 212. Personnellement, je ne l'ai jamais utilisé. Donc, je ne sais pas. Ils sont aux normes en tout cas. Ils ne sont pas red flag ou quoi au niveau de l'AMF. Ils ont 5 millions d'utilisateurs avec 30 milliards d'AUM. Donc, ce qui est pas mal, hein. C'est toujours moins que Trade Republic ou Interactive Broker. Mais ça reste quand même très honorable, hein, surtout pour une plateforme de courtage en ligne. C'est de très bons chiffres. La réputation, 4 étoiles, hein. Je sais qu'elle est beaucoup utilisée, notamment au Royaume-Uni. C'est un peu le Trade Republic du Royaume-Uni, j'ai envie de dire. Et la gamme de produits est très très large, hein. Ils sont aussi larges que DEGIRO et Interactive Broker. Donc ça, c'est top. Les frais également, j'avais étudié un peu les frais du coup pour la vidéo et franchement, ils sont quand même assez abordables. Ils sont aussi élevés qu'un DEGIRO. Donc c'est une bonne alternative à DEGIRO. Donc si jamais si jamais tu as le choix entre DEGIRO et Trading 212, je te conseillerais quand même d'aller sur DEGIRO parce que j'en ai entendu plus de bien. Enfin, c'est plus reconnu DEGIRO dans le monde de l'investissement que Trading 212. Mais ça peut être une très bonne alternative si jamais tu veux te diversifier au niveau de tes courtiers. Bon, si jamais tu as un très gros patrimoine, bien sûr, d'aller sur différents courtiers comme Trading 212, etc. Donc ça peut être très bien. Je t'en parle parce que j'en ai entendu parler du bien et que je sais qu'au Royaume-Uni, il est quand même assez utilisé. Donc c'est top. Donc voilà, si jamais j'ai fait un petit peu le tour des courtiers en ligne les plus réputés aujourd'hui, surtout pour l'investissement halal. Après, là, on ne parle pas d'investissement classique aussi, donc c'est pour ça que ça réduit également le champ des possibles. Mais si jamais tu veux commencer l'investissement, déjà, n'hésite pas à cliquer sur le premier lien en description, prendre un audit avec moi pour te permettre justement d'avoir plus d'infos.
qu'on puisse faire, ta situation patrimoniale, qu'on voit un petit peu ta situation de profil de risque et cetera et que je vois en quoi je peux t'aider déjà en répondant à tes questions, en voyant, ta situation, voir qu'est-ce qui est possible de faire, voir si vraiment on pourrait bosser ensemble et en fait, ça te permettra d'avoir un audit complètement offert de ta situation, fait par justement un conseiller en gestion de patrimoine indépendant, tout simplement. C'est le premier lien, c'est offert et voilà, je ne vends pas, je fais aucune proposition commerciale sur le premier appel, donc tu peux y aller sans stress, il y a pas de souci. On va juste prendre ta situation financière en détail et puis, on va voir en quoi je peux t'aider, à l'améliorer ou à voir qu'est-ce qui est possible de faire, en fait, tout simplement. Hem Également, si jamais tu veux commencer tout seul, bah, moi, ce que je te conseille, c'est déjà d'ouvrir un compte courtier, parce que si tu as pas de compte courtier, tu pourras pas investir. Donc, forcément, ouvre un compte courtier. D'abord, fais ta due diligence au niveau des avis juridiques que tu décides de suivre, au niveau de, voilà, de ta stratégie patrimoniale également. Et une fois que tu as fait ça, bah, tu ouvres un compte courtier. Je te conseille Interactive Broker ou DEGIRO, qui sont extrêmement bien. Tu as pas besoin de te surdiversifier non plus. Si tu veux le faire seul, c'est que tu as pas énormément d'argent. Donc, ça sert à rien de trop te surdiversifier. Ah oui, d'ailleurs, si jamais tu as pas mal, entre guillemets, pas mal d'argent, si tu as plus de 10 000 euros et que tu souhaites investir, je te conseille réellement de passer par un conseiller indépendant, pas non indépendant parce qu'il va être sponsorisé par une banque, il va juste te vendre des produits et il va prendre sa rétrocession après, donc on s'en fiche. Et prends un indépendant. Donc moi, je suis indépendant, donc tu peux venir vers moi, ou tu peux aller vers d'autres frères qui proposent ça aussi également en ligne. Il n'y a pas que moi, hein, loin de là, mais voilà. Si jamais tu as plus de 10 000 euros, je te conseille vivement d'aller voir un indépendant, étant donné que tu vas avoir un professionnel du domaine et en fait, il va pouvoir te faire un bon diagnostic de ta situation financière. C'est comme si demain, bah, tu voulais te faire, je sais pas, diagnostiquer, pour tes dents, pour ta situation bucco-dentaire, bah, tu vas aller voir un dentiste, hein, tu vas pas le faire tout seul, tout simplement. C'est exactement la même chose. Donc c'est pour ça que je te dis que si jamais tu as plus de 10 000 €, on commence déjà à avoir une belle somme quand même à investir. Donc ça peut commencer à être très intéressant de ne pas faire n'importe quoi et d'aller voir un professionnel. C'est pour ça que je te dis ça. Mais si jamais tu veux le faire tout seul, tu as moins de 10 000 €, je te conseille Interactive Broker ou DEGIRO et normalement ça va rouler. OK, et du coup, tu remarqueras que je te parle pas également de PEA ou autres qui sont pas adaptés à des investissements halal à cause du fait qu'il n'y a pas de produits halal disponibles dessus. Tout ça, il n'y a pas d'ETF halal sur le PEA, etc. La plupart des musulmans qui essaient de, voilà, de se renseigner, etc., ne comprennent pas que sur le PEA, il n'y a que des actions individuelles halal françaises ou européennes, pardon, dans lesquelles tu peux investir. Les ETF, ils ne sont pas du tout halal. Tu vas avoir du S&P 500 normal. Tu vas avoir également des ETF synthétiques. Donc, nous, on ne peut pas investir dessus, étant donné que c'est des swaps, donc c'est des réplications synthétiques. Tu ne peux pas investir dessus. C'est des produits dérivés, ce n'est pas des titres financiers. Et, et justement, ils sont vraiment, enfin, et qui sont pas forcément adaptés à tous les investisseurs particuliers. Donc, c'est là que je te parlais justement des produits synthétiques, etc., qui sont pas forcément le plus adaptés. Et surtout que ça permet d'avoir un avantage fiscal, certes, mais si jamais tu passes par un CTO et que tu comptes t'expatrier, qui est le cas de 90% des musulmans en France aujourd'hui, et ben, il y a pas de raison d'aller sur un PEA ou voilà, ou autre, tout simplement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as des questions, n'hésite vraiment pas à me les poser en commentaire. J'ai peut-être été un peu vite, mais si jamais tu as vraiment des questions, n'hésite pas, hein, je pourrais y répondre. Moi, je prends le temps de vraiment répondre. Si jamais tu as des idées de vidéos aussi également, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. Ça me permettra de connaître un peu ce que vous voulez et ça me permettra de me baser sur vos envies pour, faire des vidéos les plus précises possibles. Et donc moi, je te dis, bah, à la prochaine vidéo. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.